Élèves de terminale S, bonjour. Dans cette leçon, nous étudierons les interférences. Nous étudierons le phénomène d'interférence de façon très générale et nous n'oublierons pas le cas particulier de la lumière monochromatique et celui de la lumière blanche produisant les couleurs interférentielles. Nous interpréterons le phénomène en ondes monochromatiques en termes d'interférence constructive et destructive. Nous chercherons à comprendre ce qui se passe en un point atteint par plusieurs ondes à la fois. En terminale S, plusieurs signifiant le plus souvent deux. Le phénomène d'interférence est observé avec tous les types d'ondes. Ondes à la surface de l'eau, ondes sonores ou même ultrasonores voire infrasonores, ondes lumineuses visibles ou invisibles comme les rayons X, les UV, les infrarouges et les ondes radio. Commençons notre étude par les ondes à la surface de l'eau par exemple. À l'aide d'un GBF, on règle la fréquence F du vibreur. Le vibreur est muni d'une pointe double permettant d'obtenir deux sources S1 et S2 en phase. Cette vidéo est réalisée avec une cuve à ondes défectueuse et une caméra sans pied. L'image n'est donc pas stable. Cela nous permet toutefois d'observer parfaitement le phénomène. Sur cette photo, nous remarquons des zones, ou plutôt des directions, sans vagues. Voilà. Poursuivons avec l'onde sonore. Les membranes des deux haut-parleurs S1 et S2 vibrent en phase. Voici l'onde diffractée par le premier haut-parleur. L'onde sonore est bien perceptible dans cette zone. Et voilà l'onde diffractée par le deuxième haut-parleur. Nous observons une zone commune où l'on reçoit les ondes provenant de S1 et S2 appelées zones d'interférence. Nous observons des directions silencieuses en traits pointillés et des zones d'intensité sonore maximale en traits pleins. Nous pouvons en effet constater cela en marchant à une dizaine de mètres par exemple des haut-parleurs. La distance séparant deux maxima ou deux minima est appelée interfrange et notée petit i. Si petit i n'est pas tout à fait constant, c'est que nous ne sommes pas assez éloignés des sources sur la figure. Dans le cas de la lumière, on éclaire deux fentes parallèles S1 et S2 avec une lumière de longueur d'onde lambda. Les deux fentes sont séparées d'une distance petit b. Si nous zoomons les fentes, nous observons la distance petit b, à ne pas confondre avec la largeur d'une fente petite a, responsable de la diffraction, comme nous l'avons vu dans la leçon correspondante. Nous notons grand D, la distance, plan des fentes, écran d'observation. Nous reconnaissons ici l'angle θ de la diffraction, θ égale lambda sur a, et le profil de la diffraction en jaune pointillé. Mais il y a maintenant, en plus, une structure plus fine due aux interférences dont la courbe jaune pointillée constitue l'enveloppe. Enlevons tout ce qui concerne la diffraction. Repérons les minima d'intensité lumineuse. Nous reconnaissons l'interfrange I. L'interfrange est donnée par I égale lambda D sur B. Puisque nous pouvons mesurer D et I, B étant donné par le constructeur des fentes, nous avons accès à la longueur d'onde lambda de la lumière. Pour mesurer I avec précision, il faut mesurer la distance correspondant à un grand nombre d'interfranges et diviser ensuite cette distance par le nombre d'interfranges en n'oubliant pas de compter aussi les interfranges en zone d'obscurité due à la diffraction comme ici. Considérons une onde quelconque diffractée par une ouverture et une autre ouverture.
L'axe de symétrie de la figure est une direction où l'intensité de l'onde est maximale. Voici deux autres maxima et l'interfrange I. D'après la formule, I doit diminuer si on augmente la distance petit b entre les deux ouvertures. Augmentons petit b. Effectivement, petit I est maintenant beaucoup plus petit, comme ceci. Revenons rapidement à la situation de départ. Si nous divisons par 2 la distance grand D, par exemple, nous observons que l'interfrange est divisée par 2 aussi. Multiplions la longueur d'onde lambda par 2 par exemple. Pour garder le même angle θ de la diffraction, nous multiplions par 2 aussi la largeur petit a des ouvertures, mais conservons la même distance petit b entre les deux ouvertures. Nous constatons que l'interfrange est multipliée par 2 comme ceci. Essayons d'interpréter le phénomène d'interférence. Que se passe-t-il en un point M recevant une onde provenant de S1 et une onde provenant de S2? Les élongations des deux ondes qui arrivent au point M à l'instant t, on dit qui interfèrent, s'ajoutent. Autrement dit, l'élongation résultante, c'est la somme des élongations. Y égale Y1 plus Y2. Observons ce qui se passe au point M recevant les ondes provenant de S1 et S2. Voici l'élongation qu'aurait le point M en fonction du temps si l'onde provenant de S1 était seule. De même, voici l'élongation qu'aurait le point M si l'onde provenant de S2 était seule. Nous observons que les ondes qui arrivent en M sont en phase. La résultante, c'est-à-dire Y1 plus Y2, a donc une amplitude double. On dit que les interférences sont constructives. Si les ondes qui arrivent en M sont en opposition de phase, la résultante est nulle, on dit que les interférences sont destructives. Voici les deux figures de diffraction obtenues séparément si l'une des fentes S1 ou S2 est seule. Nous reconnaissons petit l, la largeur de la frange centrale. Les deux figures sont décalées de petit b, qui est négligeable si on est loin des fentes. Lorsqu'on superpose les lumières venant des deux sources, on observe les interférences et l'interfrange petit i. En lumière blanche, nous observons les couleurs interférentielles. Au centre, les maxima d'intensité coïncident pour toutes les longueurs d'onde. La couleur résultante est donc le blanc. Comme l'interfrange est petit, les différents minima ne sont pas encore trop décalés de part et d'autre de l'interfrange centrale et on observe donc deux zones noires. Ensuite, le décalage augmente et comme il y a une infinité de couleurs, on n'aura plus jamais ces coïncidences, ni en blanc ni en noir. Disons quelques mots de la différence de marche delta. Les sources S1 et S2 sont en phase. Voici les directions correspondant au maxima de l'onde et un point M précisément sur une ligne de maxima. Puisque l'intensité est maximale, les interférences sont constructives en M. Les ondes provenant de S1 et S2 arrivent donc en phase au point M. L'onde qui provient de S1 et celle provenant de S2 n'ont pas parcouru la même distance. Traçons l'arc de cercle de centre M passant par S1, il coupe la ligne S2M en H. Puisque les ondes arrivant en phase en M parcourent les mêmes distances S1M et HM puisque rayons d'un même cercle, alors S1 et H sont en phase. S2 est en phase avec S1. H est en phase avec S1, donc S2 est en phase avec H. Et si S2 est en phase avec H, alors la distance S2H est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde lambda. Par exemple ici, 2 lambda. La distance S2H égale S2M moins S1M est appelée différence de marche et notée delta.
Si delta vaut un nombre entier de fois la longueur d'onde, il y a un maximum d'intensité au point M. Si delta égale un nombre entier de longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde, soit 2k plus 1 fois lambda sur 2, on observe un minimum d'intensité au point M. Par exemple, combien vaut la différence de marche ici au centre? On est à égale distance des deux sources, la différence de marche est nulle. Ici, elle vaut lambda. Ici, 2 lambda, 3 lambda. Ici, moins lambda, parce qu'on fait toujours la même différence, donc maintenant le résultat est négatif. Attention ici, on a 0,5 lambda, 1,5 lambda, et attention ici, c'est plus compliqué, alors on fait moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et ici, moins 1, moins 2,5. Donc, quand on a une différence de marche qui est un nombre entier de longueur d'onde, nous avons des interférences constructives, donc ici nous avons de la lumière, et si la différence de marche vaut un nombre entier de longueur d'onde plus une demi-longueur d'onde, il y a interférence destructive et donc obscurité. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous étudierons l'effet Doppler. À bientôt!